Euh, D'abord, je remercie le Parti pour la Précroissance d'offrir un espace de débat sur l'Ukraine, parce que c'est pas évident du tout, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Les gens n'ont pas envie de parler de ça par crainte, tout un tas de raisons. Mais pourtant, ça me paraît assez indispensable, puisque les partis de l'écologie politique sont encore plus va en guerre que les autres. Ça me paraît assez contradictoire avec leur origine plutôt pacifiste. Je suppose que c'est à cause de la proximité des ONG américaines, mais bon. Sinon, moi, je suis Michel Simonin, et puis je suis chez les Décroissants depuis une dizaine d'années, avec autour de Décroissance Élection. Donc une décroissance un peu pragmatique, hein, il faut bien reconnaître. Euh, voilà, jusque récemment, sauf en 2022, là, j'ai pas du tout écrit de texte, y compris pour les élections, justement à cause de l'Ukraine. Parce qu'il n'y avait pas consensus à propos de l'Ukraine, et pour moi, c'était une occasion ratée de montrer que l'écologie politique et la décroissance pouvaient avoir un discours différent euh, des autres. Hein. Et qu'il fallait, c'était le moment d'avoir un positionnement clair sur l'impérialisme, l'OTAN, l'Union européenne. Voilà. Bon, justement sur le pacifisme, peut-être, j'étais rentré en décroissance avec un mouvement qui s'appelait Époque, écologie, pacifisme, objection de croissance en 2012, où il y avait Vincent Chenet, d'ailleurs. Et puis on a changé de nom en 2015, une fois que le pape a osé parler de décroissance, on se sentait un petit peu bête, et du coup on s'est affiché décroissant. Mais du coup, le pacifisme est un petit peu passé à la trappe. Alors que si on s'était appelé pacifiste, c'était à cause de la guerre en Libye, qui présentait un petit peu des analogies avec celle en Ukraine, comme la guerre en Syrie aussi, en 2015. Et nous, c'est bien dommage, le pacifisme redeviendrait d'actualité à cause de l'impérialisme un petit peu guerrier du capitalisme, hein, pour aller vite. Bon, alors je commencerai par des généralités géopolitiques qui remontent pour l'Ukraine à une trentaine d'années, à la dislocation de l'URSS, hein, puisque lorsque l'URSS a éclaté, les frontières que le communisme avait dessinées dans les pays baltes, en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan, ont été gardées telles quelles, puisque les Russes avaient d'autres chats à fouetter que de revendiquer des territoires où il y avait des Russes en Ukraine. Puis, ces frontières avaient été mal tracées à l'époque communiste, parce que ça n'avait aucune importance. Les frontières de l'Ukraine sous le communisme, ça n'avait aucune importance. Hein. Maintenant, ça en reprend. Réémerger à un moment et puis demander à bousculer un petit peu ces frontières qui avaient été tracées un peu n'importe comment. Et bien, ça commence à partir des années 2000, où il y a un retour du nationalisme russe, fait d'un petit peu de frustration d'ailleurs. Hein. Et en même temps qu'il y a un retour du nationalisme russe, il y a les Américains qui commencent à s'implanter en Ukraine, à avoir des conseillers militaires, des conseillers de ceci ou de cela. Et puis les tensions deviennent palpables aux alentours de 2008, avec l'indépendance du Kosovo en Serbie qui se fait au nom du droit des peuples, et en même temps, on refuse à la Russie le droit des peuples, par exemple en Abkhazie, en Géorgie, où il y avait eu des tensions. Et d'ailleurs, les républiques russes de Géorgie n'ont toujours pas été reconnues. Ce qui fait qu'il y a le sentiment du côté des Russes que dans les deux pôles un petit peu contradictoires du droit international, hein, c'est soit l'intégrité territoriale, soit le droit des peuples. Depuis 1918, hein, le droit des peuples, c'est Wilson, c'est les Américains. Et bien que le droit des peuples ne s'applique pas aux Russes. Parce que les Américains ont décidé que c'était l'intégrité territoriale
qui devait s'appliquer concernant les Russes et pas le droit des peuples. Et toujours à la fin des années 2000, l'Ukraine commence à demander à intégrer l'Union européenne. Et si on regarde bien les traités qui ont été signés entre l'Ukraine et l'Union européenne, le Monde diplomatique a fait un excellent article là-dessus au mois d'octobre, c'est des traités d'annexion, un petit peu des traités néocoloniaux, puisqu'il s'agit pour l'Union européenne de déconnecter l'économie russe, l'économie ukrainienne de la Russie, puisque historiquement, les économies russes et ukrainiennes sont très imbriquées. Par exemple, les centrales nucléaires ukrainiennes sont reliées au réseau russe. Et ça s'est encore accentué avec les épisodes de 2013-2014, les épisodes de Maïdan, où les Ukrainiens décident de signer justement ces traités avec l'Union européenne. Et puis les Russes ont une crise urticaire, et c'est la raison pour laquelle ils ont annexé la Crimée, pour que la Crimée ne tombe pas dans le giron de l'Union européenne et des Américains, et aussi au Donbass, qui est peuplé de Russes, de soutenir des républiques indépendantes. Et le coup, depuis 2014, et c'est ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne savait pas, il y a une guerre de tranchées dans le Donbass, comme en 14, je dirais. 2014, comme en 14, une guerre de tranchées qui n'était pas connue dans l'Occident. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait une guerre de tranchées. Je savais bien qu'il y avait des tensions, mais pas à ce point-là. Et pas une guerre de tranchées. Alors, bien entendu, parler aussi des accords de Minsk, des négociations, mais qui en fait étaient un petit peu factices, puisque le nœud des négociations, c'était est-ce qu'il va y avoir des référendums dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, ou pas. Et évidemment, les Ukrainiens ne veulent pas du tout entendre parler de référendum dans le Donbass, puisque le référendum, le résultat aurait été à peu près sûr. Alors, les Européens disent que non, mais en tout cas, ils n'ont jamais voulu faire de référendum. Les Ukrainiens ne veulent pas faire de référendum parce qu'ils ne veulent pas perdre le Donbass. Ils ont un nationalisme très fort en Ukraine, comme les pays jeunes. Ah, salut chérie. Les pays jeunes ont souvent un nationalisme très fort et l'Ukraine, finalement, n'existe que depuis 30 ans. Un petit peu en 1917-1921, pendant 3-4 ans. Sinon, il n'y avait jamais eu d'État ukrainien. Il y avait un peuple ukrainien, ça c'est certain, mais pas d'État. Pas d'État. Bon. Oui, alors pourquoi il n'y a pas eu de référendum dans le Donbass? Parce que s'il y avait eu des référendums dans le Donbass, il n'y aurait pas de guerre, probablement. Enfin, il aurait fallu reconnaître les résultats. Alors pourquoi on invoque l'intégrité territoriale, c'est pas rien non plus. Le droit des peuples, c'est un petit peu la boîte de Pandore. Dans ce cas, la Catalogne, par exemple, peut demander à être indépendante, etc. Tout ça, ça se discute quand même. C'est quand même un argument, l'intégrité territoriale, mais surtout le nationalisme ukrainien. Ils veulent absolument garder le Donbass. Et l'impérialisme occidental, des Américains, mais aussi de l'Union européenne. Alors, je tiendrai l'idée que le capitalisme est par nature impérialiste. Ce n'est pas une idée qui m'est personnelle. Je crois que ça date d'il y a 100 ans, c'est au début du XXe siècle. J'ai perdu le nom, Oxford, je crois, un Anglais qui avait théorisé ça. Et puis aussi, autre argument, c'est la supériorité des Occidentaux dans à peu près tous les domaines. Les Occidentaux sont les plus forts et de loin. On ne va quand même pas céder devant plus faible que soi. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là qu'il n'y a pas eu de référendum. On n'évoque jamais ces questions-là, mais pourquoi donc il n'y a pas eu de référendum avant 2022? Il faut bien expliquer, donner des explications. On n'en donne pas du tout. Pas du tout. Donc, alors, à partir de 2022, de février, la question c'est Poutine est passé en force, comme en Géorgie,
comme en Crimée, puisque les Occidentaux ne veulent pas discuter, ne veulent pas négocier avec plus faible qu'eux. Il est passé en force, hein, et la question c'est pourquoi, contrairement à la Crimée, contrairement à la Géorgie, l'Occident a fait le choix d'une guerre longue, et l'a annoncé dès le début. Dès le début, les journalistes ont dit que la guerre allait être longue. Un petit peu bizarre, hein. Alors pourquoi l'Occident a fait le choix de la guerre, donc, hein? Alors on va dire oui, d'accord, c'est Poutine qui a commencé les hostilités, mais on peut considérer qu'il y a été plus ou moins obligé. Le nationalisme russe aussi est encore assez fort, hein, rien à voir avec nous, peut-être moins fort que l'ukrainien quand même, mais bon, il y a du nationalisme russe, et puis aussi, c'est un dirigeant plutôt nationaliste, hein, Poutine. Je précise que ce n'est pas du tout ma tasse de thé, le personnage ne m'intéresse pas du tout d'ailleurs, mais ce qui compte, c'est qu'il est soutenu par la majorité de sa population quand même. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être évacué d'un revers de la main. Ça veut dire qu'on décide de faire la guerre au peuple russe, hein. C'est quand même pas rien du tout. Alors pourquoi ça? L'Ukraine est une vraie poule aux œufs d'or. Une poule aux œufs d'or, il y a un fric pas possible à se faire. Elle a tous les attributs d'une république bananière, avec des ressources abondantes, variées, un faible niveau de vie, une corruption exceptionnelle. Il y a, c'est l'occasion pour l'Europe de faire ce qu'on appelle maintenant le friendshoring, c'est-à-dire les délocalisations de proximité. Ça a été un petit peu théorisé, là. J'ai vu Christine Lagarde, ou bien aussi les Américains, expliquer qu'il faut arrêter de délocaliser dans des pays lointains dont on n'est pas sûr, et qu'il vaut mieux délocaliser dans des pays proches qu'on contrôle. L'Ukraine a tous les attributs du friendshoring. Donc c'est une vraie poule aux œufs d'or, et qui est liée, son économie est liée à la Russie, je l'ai déjà dit. Et en plus, dans le Donbass, il y en a pour 300 ans de charbon. Et le charbon, d'après ce que je sais, c'est encore la manière la moins chère de produire de l'électricité. Du coup, laisser le Donbass 300 ans de charbon à Poutine, c'est pas acceptable pour les Occidentaux qui sont les plus forts, encore une fois. Du coup, on peut dire que le schéma est un peu le même que pour l'Irak, la Libye et puis la Syrie. On diabolise le dirigeant. Alors, Poutine était invité partout, c'était quelqu'un de bien avant, maintenant c'est devenu le diable. On se rappelle que Kadhafi, c'était un peu pareil aussi, il avait été accueilli en France, etc. Et puis, tout d'un coup, ça devient Dieu. Alors, et aussi, deuxième raison, donc il y a une poule aux œufs d'or à se saisir, et puis il y a le nationalisme ukrainien. Pour aller faire la guerre aux Russes, on n'a pas besoin de. Les Ukrainiens suffisent. Il suffit de les interdire de sortir de chez eux. Hein, les hommes n'ont pas le droit de sortir d'Ukraine. Et puis, on sert des Ukrainiens pour faire la guerre aux Russes. Nous, on a plein de matériel, on leur envoie plein d'armes. Et sur le terrain, il y a les Ukrainiens. Et puis, nous, c'est les armes. Du coup, c'est assez équilibré. On pourrait même gagner. Et si j'ai bien compris, les Américains feront quand même attention de ne pas leur envoyer n'importe quoi comme arme, parce qu'ils pourraient faire n'importe quoi, justement. Mais du coup, c'est une situation idéale, hein. Vous avez des gens sur le terrain, vous avez plein d'armes, et puis il y a des ressources abondantes à s'emparer des ressources abondantes. Une troisième raison aussi, c'est que le Covid a montré que les opinions occidentales pouvaient être extrêmement dociles. À mon avis, ça a été quand même une surprise en Occident de voir que les gens pouvaient être dociles à ce point. Et quelque part, c'est une occasion à saisir. Du coup, il y a la certitude que les Occidentaux arriveraient à contrôler leur opinion publique, hein. Les moyens de propagande maintenant sont assez exceptionnels, beaucoup plus importants que dans les régimes totalitaires. Et même s'il y en a qui doutent,
la propagande, ça fait un effet de masse. Vous avez la masse des gens qui est quand même sensible à la propagande. La diabolisation de Poutine a marché fin bien. Dès que vous émettiez un doute, alors moi je me rappelle au mois de mars, dès qu'on émettait un doute, mais on se faisait insulter. Hein. Vous étiez un agent de Poutine, ou bien un lâche, et puis on était agressif avec vous. Moi, il y en a qui m'ont insulté, je ne me suis pas fait casser la figure, mais parce que je suis prudent quand même, mais ça aurait pu aller jusque-là. Et en plus, doublé d'un complotiste. Hein. Voilà. Vous êtes un agent de Poutine, un lâche, doublé d'un complotiste. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Quand, quand on a des stratégies de carrière, c'est pas bon du tout. Quoi. Il ne faut pas avoir de stratégie de carrière. Là, si on veut. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'entretien de l'ignorance. On ne savait pas qu'il y avait une guerre depuis 8 ans dans le Donbass. Alors du coup, l'agression de Poutine sur Kiev, c'est complètement incompréhensible. Hein. Comment voulez-vous comprendre ça? Il n'y a que des Ukrainiens à Kiev. Impossible de comprendre pourquoi il a attaqué Kiev. Hein. Après, quand on gratte un petit peu, c'est parce que les Russes subissaient des défaites dans le Donbass. Hein. Ils étaient en train de perdre dans le Donbass. Hein. À cause de l'armement occidental, des drones. Les drones dans la guerre de tranchées, ça marche bien. Du coup, les Russes se prenaient une raclée dans le Donbass. Et en plus, les centrales nucléaires ont été déconnectées juste avant l'invasion russe. Les centrales nucléaires, c'était prévu hein, qu'ils soient déconnectées dans les accords avec l'Union européenne, de connecter les centrales nucléaires et puis globalement l'économie à l'Occident et non plus à la Russie. Alors, quand il y a eu le raccordement des centrales nucléaires au réseau occidental, là, Poutine a réagi, mal probablement, mais comme il n'arrivait à rien avec la négociation, et puis que quand même c'est un dictateur un petit peu guerrier, voilà, ça a donné ça. Du coup, c'est un truc qui va se reproduire. Hein. Il y a plein de guerres cachées. Plein de guerres cachées. Dans le monde, c'est des guerres cachées. On ne sait pas qu'il y a guerre parce que on n'en parle pas, tout simplement. Du coup, après, vous pouvez facilement manipuler l'opinion. C'est facile, vous entretenez l'ignorance, et puis tout d'un coup, vous mettez en exergue quelque chose que fait un ennemi qu'on veut éliminer, et puis vous faites monter, la mousse, hein, vous le diaboliser, etc. Et bien, ça fonctionne à plein. Alors ça, c'est les trois raisons-là. Hein, c'est l'Ukraine, une poule aux d'or, un nationalisme ukrainien et une propagande qui marche vraiment bien. Quoi. Hein. Ouais, alors, il y aurait peut-être aussi d'autres raisons, mais là, j'en suis moins sûr. C'est comme s'il y avait un nouveau compromis entre les États et les milieux d'affaires et les élites. Comme s'il y avait un nouveau compromis que les États qui paraissaient soumis aux milieux d'affaires ont repris du poil de la bête avec l'épisode du Covid, qui a montré que les États pouvaient bien contrôler leur population. Parce que la guerre ne paraît pas favorable comme ça à court terme au milieu d'affaires. Hein. Alors, quel pourrait être l'intérêt des milieux d'affaires et des élites à faire une guerre? Alors là, c'est plus incertain, mais moi je soutiens l'idée que les élites, ceux qui profitent le plus de notre société, ont intérêt à créer des sociétés de guerre. Parce que quand on est en guerre, ça fait une raison supplémentaire de bien contrôler sa population. Et puis là, alors on parle tout le temps des raisons de la guerre, mais moi je regarde que les résultats. Quel est le résultat de la guerre? C'est qu'il y a des pénuries, de l'inflation, et qui c'est qui paye les conséquences de la guerre? C'est les pauvres. C'est bien ça, de rappeler aux pauvres les règles du jeu social. Ah, il y a un problème, il y a une guerre. On ne fait pas de rationnement par personne. Hein. Non. On garde le rationnement par les prix. Et puis c'est la guerre, alors les pauvres doivent se serrer la ceinture. Ça tombe bien parce que faut les habituer quand même. Hein. Bientôt, dans quelques décennies, on ne sait pas, il y aura des problèmes de ressources à cause de l'entropie.
si ce n'est aussi des problèmes climatiques, ou bien d'extinction des espèces. Bref, il risque d'y avoir des problèmes, et là, on ne pourra rien faire. Et bien, c'est comme si la guerre était un petit entraînement, hein, à la décroissance subie, finalement. Et qu'il fallait habituer les pauvres à serrer la ceinture, leur rappeler les règles du jeu. Et puis la guerre permet de contrôler la population. C'est comme si la guerre était le moyen de maintenir la structure des inégalités. J'admets, c'est une intuition. Il faudrait apporter des preuves à ce que je viens de dire. Voilà. Encore une autre raison, c'est à peu près certain qu'il y a un parti de la guerre au moins informel. Quand vous avez des sommes comme ça, les budgets de l'armement ont été multipliés par 2, je crois, hein, au cours des 20 dernières années. Ah ben, il faut utiliser la marchandise, hein. Autrement, ça ne sert à rien. Du coup, il y a un parti de la guerre, le premier budget mondial, pousse à l'utilisation de sa marchandise. Après, alors ce qui me fait dire ça, c'est est-ce que cette guerre-là qu'on est en train de mener, est-ce qu'elle est vraiment inévitable, qu'on ne peut pas faire autrement? Il faudrait regarder d'un peu plus près. Alors si vous regardez la géopolitique, alors là, vous êtes un petit peu perplexe, hein, parce que ça vous explique que, ah oui, c'est tout à fait inévitable, la guerre, et c'est aisément compréhensible. Un choc d'impérialisme dans une région frontière qui s'appuie sur des nationalismes agressifs. Et que du coup, on n'y pourra rien, hein, nationalisme ukrainien, et puis russe, impérialisme américain, européen, et puis impérialisme russe aussi, hein, quand même, hein, mais peut-être moins que l'impérialisme européen. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant la littérature géopolitique, c'est le décalage qu'il y avait avec la propagande. Il va pas y en avoir beaucoup qui lisent ce genre de littérature. Ah, mais non, mais là, Poutine, c'est pas du tout le diable. Non, non, du tout. C'est voilà, le choc d'impérialisme. Voilà, on n'y peut rien. Donc, mais il n'y a pas de bonne raison, hein. Si on fait la guerre, c'est des histoires d'impérialisme et de nationalisme. En les faisant plus loin. Alors, les raisons affichées par la Russie. J'ai réussi à retrouver au bout de 3 semaines de guerre. Ça m'avait scotché. Au bout de 3 semaines de guerre, il y avait le Time, hein, je l'ai mis dans l'article, qui a résumé les raisons pour lesquelles il y avait guerre. Alors, je vous le lis, parce que moi, je trouve ça presque rigolo. Alors, mais Vladimir Poutine reste toujours aussi inflexible. Il ne rappellera pas ses chars et ses avions tant que Kiev n'aura pas renoncé définitivement à intégrer l'OTAN, reconnu l'annexion de la Crimée et accepté que les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk forment désormais des gouvernements indépendants. La 3e semaine de guerre, voilà, vous avez les 3 raisons pour lesquelles il y a guerre. C'est l'OTAN, c'est la Crimée et c'est le Donbass. Est-ce que c'est vraiment insoluble tout ça? Moi, j'ai pas l'impression. Hein, j'ai pas l'impression que les Russes veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça me paraît pas. Les 3 demandes des Russes ne me paraissent pas inacceptables. Alors, il y en a à qui ça paraît inacceptable, hein, qui me disent oui, la souveraineté des États, c'est une vertu supérieure. Entrer dans l'OTAN, mais est-ce que le Mexique peut rentrer dans l'alliance chinoise, enfin? Et puis pour la Crimée, il n'y a que des Russes en Crimée, un peu de Tatars, il n'y a pas du tout d'Ukrainiens. Je veux dire, pourquoi la Crimée devrait absolument rester dans l'Ukraine? Parce que les nationalistes ukrainiens veulent récupérer la Crimée, hein. Il y avait 5% d'Ukrainiens en Crimée. Maintenant, il doit plus y en avoir beaucoup, mais ils veulent quand même récupérer la Crimée, hein. C'est un nationalisme, on va dire intransigeant, hein, comme tous les pays jeunes, souvent. Les pays jeunes. Et puis, alors le Donbass, c'est des majorités de Russes, c'est un gros tas de charbon qui va être important à l'avenir. Que les Russes ne veulent pas laisser ça à l'Union européenne et aux Américains, ça peut se comprendre aussi. Je ne dis pas que les Russes ont forcément raison, mais la prudence fait qu'il faut tenir compte du nationalisme russe
voire même un petit peu de leur impérialisme, mais c'est surtout du nationalisme chez les Russes. Ils veulent récupérer leurs Russes. Bon, mais comme c'était pas possible, Poutine a commencé à dire que l'Ukraine n'existait pas et puis à vouloir annexer l'Ukraine, parce qu'il y a été obligé. Du coup, là, il y a un impérialisme quand même, mais à l'origine, c'est du nationalisme. Bon. Et du coup, moi, ça me paraît, les trois raisons de faire la guerre, là, me paraissent pas des raisons valables. Il y aurait eu moyen de faire des négociations, d'arriver à un accord. Mais encore une fois, les Européens, les Russes, les Américains ne veulent pas parce qu'ils sont les plus forts. On remarquera d'ailleurs dans cette guerre, c'est vraiment l'Europe et les Américains qui vont faire la guerre. Les autres pays du monde, non. La Chine, l'Inde, non, non. Il n'y a pas d'accord de l'ONU. De l'ONU, c'est nous, capitalisme occidental, qui allons faire la guerre pour des ressources. Ça me paraît assez clair. Bon, qu'est-ce que j'aurais à rajouter? J'ai déjà suffisamment parlé, il est 33. Oui, alors je pense qu'il faudrait développer une position écologiste sur le sujet, parce que les écolos sont encore plus va en guerre que les autres. Je l'ai déjà dit, c'est insupportable. Euh, bon, oui, et alors, mon idée, c'est que c'est à cause du libre-échange qu'il y a guerre. On veut étendre le libre-échange, l'Europe veut agrandir sa zone de libre-échange. Du coup, l'Europe, là, renie les objectifs de la paix, qui sont à l'origine de sa création. L'Europe a été créée pour la paix, rappelez-vous. Il y a eu une communauté européenne de défense qui a échoué, et puis on s'est dit, ah ben on va faire du libre-échange en 58, la CEE, ça va adoucir les mœurs, là, la guerre ne sera plus possible entre pays qui commercent. Ah bah oui, mais la zone de libre-échange, on veut l'étendre tout le temps. Les pays baltes, la Pologne, les pays de l'Est, qui ont été plus ou moins indexés par l'Union européenne, et maintenant l'Ukraine. Du coup, c'est l'impérialisme occidental qui veut étendre sa zone de libre-échange, qui est la raison principale de la guerre. Alors évidemment, c'est une analyse qui est à rebrousse-poil par rapport à ce qu'on entend, mais qui moi, me paraît solide. Voilà. Alors, sur l'impérialisme du capitalisme, si vous avez des choses à ajouter là-dessus, ça a été théorisé dès le début du XXe siècle par un Anglais, je crois. Voilà. Du coup, c'est le libre-échange capitaliste la cause de la guerre. Voilà. Là, c'est mon analyse. Et c'est aussi précisément le libre-échange qui détruit la planète. Quand vous faites venir des marchandises des quatre coins du monde, ou même des patates de l'Europe de l'Est, comme c'est le cas en ce moment, forcément, quand on est dépendant de l'autre bout du monde pour ses besoins les plus essentiels, c'est une cause de guerre, quand même, c'est une cause de guerre. Du coup, je pense qu'il faudrait cibler une critique de la guerre sur l'impérialisme propre au capitalisme. Aussi un impérialisme américain, quand même, des considérations géopolitiques. Du coup, un impérialisme américain qui serait plus géopolitique, mais aussi économique. Et puis l'Union européenne, là, c'est l'impérialisme économique typique du capitalisme. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié des arguments? J'en ai bien qui seraient un peu... parce que vous savez qu'il y a eu une baisse du quotient intellectuel en Occident. On est devenu plus bête d'environ 8%. Et c'est pas la France, c'est tous les pays occidentaux, les Allemands, les Anglais aussi. Bref, on devient toujours de plus en plus court. Et je me demande si c'est pas une cause de guerre aussi. Là, ça, je fais un petit peu de provocation. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis, si vous avez des idées sur le sujet, ou si ça vous paraît excessif, notamment cette histoire d'impérialisme du capitalisme lié au libre-échange, qui, moi, me paraît un peu évident. Mais il faudrait
mettre ça à une analyse critique, on va dire. Voilà. Donc, je vous écouterai maintenant. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Merci, merci Michel pour cet exposé extrêmement intéressant. Alors, qui veut réagir pour commencer? Moi, est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend. Moi, je te vois J'ai pas, mais c'est bon. Jenny? ouais, j'ai des problèmes avec avec Internet. Oui, Bon, désolé, je suis arrivé un peu en retard. C'est enregistré, Christian? oui, ça enregistre. Donc là, je suis sur le public. Je vais rester sans image D'accord. et avec juste mes initiales, c'est déjà beaucoup. Et oui, donc je suis arrivé en retard, désolé, parce que j'ai zappé. Et là, je vais devoir partir bientôt parce que j'ai cours. Mais donc merci beaucoup Michel et Christian d'avoir initié ce débat et puis le texte aussi que tu as écrit Michel. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, moi je suis d'accord avec toi sur les grandes lignes, hein. Et peut-être, bon, voilà, après c'est juste un problème de hiérarchisation. Dans tous les différents éléments, enfin bon, c'est un peu compliqué. J'aurais tendance à dire que finalement, quand on me demande quelle est mon opinion, je dis que tout le monde est méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. Mais que, parce que bon, de toute façon, il n'y a jamais de bonne raison d'aller attaquer un pays et le massacrer. Hein, ça, de toute façon, même pour toutes les bonnes raisons du monde, il n'y a pas de bonne raison. Alors après, il y a les circonstances atténuantes. En fait, c'est une guerre entre impérialisme, hein, on pourrait dire, comme tu le disais, hein, entre l'impérialisme occidental et l'impérialisme russe et les autres. Mais évidemment, il a été, enfin, l'élément déclencheur le plus légitime de tout ça, parce que ça c'est bon, tout ça c'est juste, c'est, tu l'as dit aussi, hein, je crois, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de référendum mis en œuvre au Donbass. Et voilà, et s'il y avait eu ça, du coup, ça aurait été encore moins légitime pour les Russes comment dire, d'attaquer, mais sans ça, de fait, ça devenait, bon, en quelque sorte, ils font. Enfin, du point de vue du Donbass, ça devient légitime d'être aidé quand ça fait déjà 8 ans qu'on se prend des bombes et qu'on ne demande pas, on n'est pas, enfin, les accords de Minsk n'ont pas été respectés, notamment la question du référendum, ça devient légitime d'être aidé. Après, les Russes, je ne mets pas d'illusion, ils font pas ça pour des raisons humanitaires, ils font ça pour des raisons impérialistes comme les Américains et les Européens. Mais voilà, après, bon, ça c'est la deuxième raison. Finalement, la raison principale de l'histoire, c'est est-ce que, du point de vue du Donbass, c'est une bonne chose que les Russes soient intervenus euh, c'est vraiment à eux qu'il faut demander. C'est un peu difficile parce que dans tous les cas, ils s'en prennent que la tête. Ils avaient déjà des bombardements avant, maintenant ils en ont sans doute encore plus. Mais voilà, c'est ça, à mon avis, le critère essentiel. Après, tout le reste, ça justifie, mais c'est toujours un peu secondaire. Oui, Thierry, c'est tout? Oui, Bien, merci. Qui veut intervenir? j'ajouterais juste peut-être quelque chose. Peut-être, tu l'as dit un peu, Michel, mais peut-être tu pourrais en développer aussi, c'est ton approche, tout ce que tu expliquais sur la dimension décroissante de la guerre. C'était intéressant ce que tu as écrit, ça serait intéressant peut-être que tu le redises, tu le développes un Oui, j'en ai pas trop parlé de ça, puisque la prudence, hein, qui est une vertu décroissante quand même, la prudence, les Russes ont l'arme nucléaire, ils se sentent frustrés, humiliés. C'est un petit peu dangereux de jouer avec des faibles qui sont frustrés et qui disposent de l'arme nucléaire. Alors on va dire que c'est de la lâcheté statuement. Ben non, moi je suis pas prêt à avoir une guerre nucléaire pour défendre l'intégrité territoriale. Du coup, la prudence. Hein. Et puis même aussi la juste mesure. Les sanctions occidentales, quand même, ont été très fortes. Elles sont très fortes d'un point de vue économique, mais aussi la guerre. Elles ont été très fortes et en même temps, elles n'ont à peu près aucun effet. C'est pour ça que je vous dis l'intuition, oh bah là, c'est quand même bizarre, puisque on dit qu'on va se passer de
des tuyaux russes, pour exploiter du gaz russe, pour exploiter du pétrole russe. Alors on a juste diminué les quantités qui arrivent, mais ça n'a jamais été coupé les robinets. Ce qui fait que la baisse des flux a été totalement compensée par l'augmentation des prix. Ce qui fait que les mesures économiques qui ont été prises pour affaiblir la Russie, elles sont totalement inefficaces. Mais ce n'était pas très difficile de deviner ça. Du coup, c'est qu'il y a peut-être une autre raison pour laquelle on a décidé de mettre des sanctions contre la Russie, puisque le résultat, c'est que la Russie, c'était pour affaiblir la Russie, et que la Russie n'est pas affaiblie. C'est normal, la réduction des flux a été compensée par l'augmentation des prix. Du coup, et c'est pas possible avec tous les gens intelligents. Ils auraient pu s'en douter quand même. Du coup, c'est qu'il doit y avoir une autre raison. Et moi, là, ce que je dis, c'est qu'il faut une société de guerre pour pouvoir contrôler la société. Et il faut créer des pénuries, une inflation des produits de base. Et tout ça avec... autrement, c'est quoi l'explication? Quand vous prenez des sanctions et puis qu'elles ne marchent pas du tout, vous l'arrêtez. On ne parle pas d'arrêter. Du coup, je ne comprends pas l'intérêt des sanctions contre la Russie, puisque ça n'affaiblit pas la Russie. Voilà. Du coup, il n'y a pas une bonne proportion dans la réponse occidentale. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Ah bah oui, les valeurs. Hein, on en a plein la bouche, des valeurs, le droit international, etc. Voilà, il faut prendre un petit peu la mesure des valeurs, un peu. Et les valeurs, c'est des gens qui sont dans des canapés, qui font la guerre depuis le canapé, qui vous parlent de valeurs. Avec une formule, la rationalité des valeurs n'est pas raisonnable. Voilà. C'est pas la violation du droit international n'est pas une raison ultime pour faire la guerre. C'est une conception un petit peu procédurale du droit, hein, ou habermasienne, je dis, qui n'est pas du tout raisonnable. C'est pas du tout raisonnable d'aller faire la guerre comme ça au nom d'une valeur discutable, puisque c'est le droit international et c'est les Américains qui décident du droit international. C'est eux qui décident quand est-ce que c'est le droit des peuples qui s'applique, ou bien quand est-ce que c'est l'intégrité territoriale qui s'applique. C'est les Américains qui décident ça. Du coup, les valeurs, ah non. Et puis aussi, la propagande. Hein. Nous, on sait bien en tant que décroissants l'intense propagande qu'il y a en faveur de la croissance économique, du pouvoir d'achat, etc. Bon, là, la propagande, elle a été intense et elle est beaucoup plus efficace qu'avant, au point que les experts militaires estiment que c'est une arme conventionnelle plus efficace que bien d'autres. Carrément, ils écrivent ça. Bon. Oui, voilà. Et puis aussi, je répète, la construction de sociétés de guerre. Déjà, le Covid, c'était un petit peu louche, faire une guerre contre le Covid, et puis juste derrière, on fait une autre guerre. Alors, je ne sais pas le rapport exact, mais à l'intuition comme ça, il y a une continuité. Les gens, ils ont envie de faire la guerre. Bon, on va leur donner une guerre. Voilà. Un petit peu comme ça, et puis on va bien les contrôler. Et puis ça va bien marcher, ils vont bien tout donner. Moi, ça me scie que... Alors, il paraît qu'on est un pays libre, où il y a de la liberté d'expression, d'esprit critique, etc. Je n'en reviens pas. Avec quelle facilité la majorité de la population gobe la propagande d'une propagande... il n'y a même pas eu de manifestation contre l'envoi d'armes en Ukraine. Si je viens d'apprendre qu'il y en a eu une en Italie récemment. Mais en Russie, ils vous ont fait des manifestations contre la guerre dans cette affreuse dictature. Il y avait des gens qui allaient dans la rue pour manifester contre la guerre. C'est sûr, ils étaient un petit peu embêtés. Mais ils allaient manifester. Ils sont aussi les manifestants contre l'envoi d'armes. Quand il y a eu des manifestations, les gens ils voulaient bourrer la gueule à Poutine. Les pacifistes, le mouvement pour la paix, a appelé à envoyer des armes en Ukraine. Bon. Je suis sidéré
avec la facilité avec laquelle des gens que j'apprécie d'ailleurs, qui viennent de l'écologie politique, peuvent être manipulés à ce point par la propagande. Moi, j'ai été stupéfait de ça. On est pourtant habitué avec la Palestine, hein, c'est un petit peu la même chose qui se rejoue, toute proportion gardée. Les choses ne sont pas égales par ailleurs, mais la propagande joue aussi très fortement. Oui. Je jette peut-être un pavé dans la mare, mais pour moi, ça fait 20 ans que la France, oui, 20 ans que la France milite en faveur de la Palestine, qui a sans arrêt des manifestations pro-palestiniennes, ce qui sur le terrain est un manque, enfin est une nécessité absolue de la réalité de ce qui se passe. Voilà. Je ne défends pas l'État palestinien en disant ça du tout, hein, du tout. Mais la propagande qui se livre en Europe à ce propos est du même ordre. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Une propagande pro-palestinienne ou pro-israélienne? Pro-palestinienne, oui, oui, pro-palestinienne. Elle ne produit pas son effet. Ben, elle est plus qu'active, hein, quand même. Ah bah oui, mais ça n'empêche pas les Israéliens. Bien sûr, non, mais la situation est très différente. C'est juste, je parlais juste de la propagande qui est menée en Occident avec comment dirais-je, un aveuglement sur la réalité de terrain. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà. On pourrait dire qu'au moins, ça vient à l'idée à personne d'envoyer des armes aux Palestiniens. Non, ils sont largement abandonnés par tout le monde, mais on fait une ardente propagande en leur faveur. C'est une situation rocambolesque. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, Michel, tu m'entends? Oui. Ouais, je dis rien, moi, parce que dans le fond, je comprends rien à ce conflit. Je me suis branché parce que j'aimais bien ton papier. Voilà, c'est tout. Je trouve il était assez tonique comme ça. J'aimais bien, ça pose plein de questions, mais je dis rien parce que franchement, je ne comprends rien. Mais à la différence de toi, je pense pas qu'il y ait une société de guerre. J'ai pas bien saisi ce que tu veux dire par là. À mon avis, il n'y a pas plus de lobby de l'armement qu'il y en a de l'énergie, de l'alimentaire. C'est tout simplement un libéralisme qui se mue tout doucement, sous contrainte de ressources, en survivalisme généralisé, individuel, étatique, régional. Voilà. Oui, aussi, tiens. Survivalisme, on en est déjà là. Alors, à la différence de Jean-François, je pense vraiment qu'il y a des lobbies, il y a des lobbies militaristes. Alors là. Oui, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Oui, mais enfin, est-ce qu'on nous demande notre avis avant d'envoyer des armes? On ne nous a pas demandé notre avis. Hein. Il n'y a pas de lobby militariste, à mon avis. Il y a des filières industrielles qui se gavent là-dessus, comme elles se gavent sur le pétrole, Oui, comme elles se gavent sur les céréales, comme elles se gavent sur bien plein de sûr, choses. bien sûr. Mais c'est là, pourquoi est-ce qu'on a agité la propagande en faveur de l'Ukraine et contre la Russie? C'était justement pour que, je pense, la population ne dise rien contre l'envoi des armes. Parce qu'on envoie massivement nos armes, alors qu'il y a quand même des tas de gens qui trouvent qu'effectivement, la guerre, c'est pas bien. Sauf que là, personne ne proteste qu'on envoie nos armes, et c'est quand même le premier poste de commerce extérieur français. Donc, comme par hasard. Notre premier poste de commerce extérieur, hein, faut quand même bien le voir. Alors, je souhaiterais. Tu as terminé, Claire? Enfin, juste Oui, pour tout à l'instant. fait. Oui. Tout à fait. Je souhaiterais faire une petite intervention et essayer de recentrer un peu le sujet sur la guerre et la décroissance. Hein, voilà. Je rebondis tout de suite sur quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de Thierry et que j'ai trouvé très intéressant. Et quand il a parlé du Donbass, donc de l'intervention des Russes pour libérer le Donbass, il a dit est-ce que le peuple du Donbass, qui souffre, hein, on l'a bien compris depuis plusieurs années,
est-ce que le peuple du Donbass était content de cette intervention des Russes? Est-ce qu'il la souhaitait? Est-ce qu'il en était, disons, satisfait? Et puis, Thierry nous a dit, c'est à eux qu'il faudrait leur demander. Voilà. Moi, je pense que ça, là, on est au centre du truc, parce qu'on oublie une chose dans tout ça. On entend parler de lobby, on entend parler de Poutine, de l'armée russe, de l'armée ukrainienne, des envois massifs d'armes européens, mais les peuples, bon. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que je vois, moi, dans tout ça? Enfin, un peu la même chose que vous, mais je vois surtout, en fait, l'affrontement interne d'une société qui est croissanciste, oligocratique et capitaliste. Des deux côtés. Hein. Bon, du point de vue de ces trois composantes, hein, le capitalisme, c'est-à-dire une société organisée en vue de l'appât du gain, en tant que seule vertu, l'oligocratisme, c'est-à-dire le peuple qui n'est pas acteur, notamment de la construction juridique, mais qui délègue ça à une minorité, oligocratein. Et puis, croissanciste, eh bien, la religion, cette fois on est dans la spiritualité, la religion, c'est croître au niveau de l'accumulation des biens et des services qui est chiffré donc par le PIB. Donc, nous avons ici dans cet affrontement, un affrontement entre deux partis qui sont somme toute identiques, tout à fait identiques sur ces trois fondamentaux, hein, que sont le système d'organisation politique par la démocratie représentative, la mire économique qui est le capitalisme, et puis disons, les mode de société, religion, qui est une religion croissanciste, puisque c'est Illich qui disait que les scientifiques avaient remplacé les prêtres, et aujourd'hui nous sommes dans une religion, c'est-à-dire un accomplissement du citoyen par la religion de la croissance. Alors, à partir de là, la décroissance dans tout ça. J'ai entendu parler dans la bouche de Michel Simonin, de la vertu décroissante. Alors, bon, c'est très intéressant, je ne sais pas ce que c'est. La vertu décroissante, bon, le mot est joli, mais je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je sais, c'est ce que le Parti pour la décroissance a écrit dans son programme, justement sur toutes ces affaires de conflit entre les peuples. Hein, bon. Au titre 9.1, la politique extérieure, les forces armées. Voilà. Donc, l'article 108 de la Constitution que nous proposons, hein, Parti pour la croissance, dit « La France est un pays neutre ». Alors, une France qu'on suppose post-croissance, c'est-à-dire où les sympathisants et les militants, nous sommes dans l'histoire fiction, bien entendu, mais c'est intéressant, donc auraient pris les rênes du pays. Eh bien, la France est un pays neutre. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de pacifisme, mais je n'ai pas entendu une seule fois prononcer le mot neutralité. Donc la France est un pays neutre sur le plan des relations internationales. Cette neutralité interdit toute intervention militaire de la nation dans un pays extérieur, alors, hormis une action entrant dans le cadre du pacte défensif entre pays neutres. Donc, nous avons imaginé qu'il n'y aurait pas qu'un seul pays neutre dans cette société qui s'organise après la croissance, mais qu'il y aurait d'autres pays neutres et que ces pays neutres donc, établiraient entre eux une alliance défensive, mais défensive selon un mode de défense passive. Hein. Donc là, ensuite, on passe à l'article 109. La politique extérieure de la nation, bon, je le lis, bon, c'est très rapide, hein, mais parce que comme ça situe quand même la position du Parti pour la décroissance, qui fait partie, disons, de la nébuleuse décroissante. La politique extérieure de la nation, c'est l'article 109, consiste essentiellement à œuvrer à l'instauration d'une alliance internationale des pays neutres, ayant pour but la dissémination des idées de neutralité.
Donc, de même que les premiers bolcheviks avaient l'idée de disséminer l'idée socialiste de par le monde, eh bien, disons que les militants de la précroissance, sur ce plan-là de l'affrontement entre les pays, ont comme projet de disséminer l'idée de neutralité. Ensuite, article 110, au sein de cette alliance, la nation préconise l'établissement d'un pacte d'assistance défensive entre tous les pays neutres. Voilà. Et enfin, le 111, la défense de l'intégrité du territoire national en cas d'agression, d'invasion extérieure, on est bien dans cette situation-là, ou de catastrophe naturelle, est assurée par une armée défensive permanente constituée par des travailleurs. Voilà. Bon, alors je ne lis pas tout. L'armée défensive a pour attribution prioritaire la défense de l'intégrité du territoire national et l'action dans le cadre de l'alliance. Voilà. Alors, ça veut dire que là, on ne parle plus des dirigeants, on parle des peuples. Les peuples vont décider si oui ou non nous allons nous battre et de quelle façon, tout en sachant que le principe, c'est la neutralité. Alors, évidemment, c'est de l'histoire-fiction. C'est, disons, une simulation théorique à partir d'une vision politique qui serait tout à fait différente. Alors, dans le cas de la guerre en Ukraine, bon, finalement, nous avons des Slaves qui se battent entre eux. Bon, des Russes qui envahissent une partie du territoire ukrainien. Alors, territoire ukrainien qui... Alors là, je rebondis un peu sur, disons, les raisonnements de Michel. L'Ukraine, il n'y a pas si longtemps, elle était à l'intérieur de l'URSS. Et puis, si on remonte encore plus loin, Ukrainiens et Russes, c'est un petit peu la même famille. Donc, c'est une affaire entre Slaves. Bon, c'est une affaire entre Slaves et vraiment c'est l'exemple type de conflit dans lequel il ne faut pas se mêler. Faut les laisser, disons, une stratégie de neutralité, ça consisterait à laisser ces nations faire ce qu'elles ont à faire entre elles, parce que finalement, si on regarde historiquement comment sont constituées les nations, la nation française s'est constituée à coups de hache et à coups de mousquet. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc c'est ce dont je voulais parler, c'était, si on dit qu'est-ce que doivent faire les décroissants, et à mon sens, moi, c'est promouvoir l'idée de neutralité, que nous devons être, nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas attaqués, les frontières de nos pays ne sont pas mises en danger. Nous avons là deux pays frères, finalement, qui se chamaillent. Laissons-les se chamailler. Voilà ce que j'avais à dire. Tout à fait sur cette position. Alors, c'est pareil, on peut dire pareil pour la Syrie. On s'est mêlé d'aller intervenir en Syrie en disant « Nous pensons que c'est eux qui ont raison ». Il y a là des factions qui ont toutes de bonnes raisons de s'entretuer les unes les autres. Et nous sommes arrivés avec la vérité sortie de l'Occident. Voilà, bon. Ne nous en mêlons pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, pour la Syrie, les Européens ont financé la rébellion sur tout le long du tracé d'un oléoduc. Oui, bien sûr. Si vous regardez là où il y a eu la rébellion en Syrie, c'est sur le tracé de l'oléoduc qui était prévu. Disons, à partir du moment où on intervient, on a de bonnes raisons. Et tu l'as expliqué, ce sont des raisons bassement mercantiles. Voilà. Oh, c'est l'impérialisme, oui, bon, c'est pas uniquement une question de gloriole, c'est même pas du tout une question de gloriole, puisque le capitalisme, il fonctionne pas à la gloriole, il fonctionne au pognon. Bon, donc, tu as parlé des 30 ans de réserve de charbon, dans la mesure... 300 ans. Ouais. 300 ans de réserve de charbon, et du charbon pas mauvais. Je pense que c'est pas des lignites de basse catégorie, c'est du charbon assez riche en transformation énergétique.
Et bien entendu, voilà un enjeu, compte tenu de la, disons, de la situation de contrainte au niveau de l'approvisionnement en ressources énergétiques qui est en train de s'installer et qui maintenant est inéluctable. Bon, eh bien, voilà, nous avons ici un motif, en tout cas prioritaire, de cet affrontement. Bien sûr. Et l'oléoduc syrien, voilà. Pour ce qui est des peuples du Donbass, puisque c'est un peu parti, alors ce qu'ils pensent, ben, c'est les élections qui permettent de le savoir. Vous regardez toutes les élections depuis les années 2000, c'est les candidats pro-russes qui l'emportent. On peut supposer, c'est à peu près sûr, hein, que le Donbass aurait, par un référendum, voté son indépendance. Il y a des questions religieuses. Il y a aussi des questions religieuses hein, qui sont orthodoxie, chrétienté, non orthodoxe. Ça compte aussi un petit peu. Enfin, bon, c'est sans doute pas le fond de la question, mais ça compte aussi. Oui, ils sont séparés. L'église ukrainienne s'est séparée de l'église. Oui, il y a des uniates et il y a les orthodoxes. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ils sont très nationalistes hein, et très. Ah, j'ai oublié de parler aussi de la tradition de génocide dans ces pays-là. Exactement. Il y a une tradition de génocide en m'intéressant à l'Ukraine, etc. Je ne savais pas. Les paysans ukrainiens avaient massacré 100 000 Polonais, mais 100 000, c'est beaucoup. Alors, ils sont d'un antisémitisme virulent, je peux vous le dire. Et les Polonais, ils n'aimaient pas. Non, les Polonais, ça n'a jamais marché, ça c'est sûr. Oui, mais ça allait jusqu'à des génocides de masse. Exactement. Franchement, j'ai eu du mal à y croire. Heureusement, il y a des photos avec photos à l'appui. Non, mais c'est très très connu. Enfin, bon, ma famille y a été impliquée, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc je connais les contentieux, absolument. Et aussi le documentaire qui avait été diffusé sur Arte en 2016, où on voit des nationalistes ukrainiens massacrer des manifestants pro-russes à Odessa. Oui. Oui, absolument. Non, mais c'est pas détendre. Hein, les nationalistes ukrainiens, on les a vus s'agiter en 2014. C'est pas détendre. Hein. Clairement pas. On répète en boucle qu'il n'y a pas plus de fascistes en Ukraine qu'ailleurs. Wow. Donc, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y en a plus qu'ailleurs, mais quand ils passent à l'acte, on a du mal à y croire. Non, mais là, cet argument soi-disant prêté à Poutine, mais c'est peut-être ce qu'il a dit, hein, j'en sais rien, sur l'éradication de ces germes néo-fascistes, ça, c'est pas très sérieux, parce que, enfin, je crois que tout le monde doit balayer devant sa porte dans ces pays-là, donc sur ce sujet, mais je crois qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai trouvé votre exposé tout à fait passionnant et pertinent. Je partage tout à fait les points de vue que vous avez avancés, en y rajoutant ces arguments religieux qui ne sont pas totalement négligeables, mais sans être, à mon avis, Enfin, il faudrait voir, hein, selon qu'on parle des dirigeants, selon qu'on parle du peuple, on ne parle absolument pas de la même chose, évidemment, mais voilà. Ce qui en tout cas est certain, c'est que l'argent qu'on y dépense dans cette guerre servirait bien, dans le cadre de la COP 15, à financer des réparations pour dégâts causés à l'environnement. Voilà, on est totalement à côté de la plaque une fois de plus. On met en avant des sujets qui n'ont absolument pas l'intérêt crucial du moment. Mais enfin bon, personne ne veut l'entendre, donc circulons. Oui, sauf, Clara, quand même, intérêt crucial du moment. Moi, je reviens sur ces 300 ans de charbon du Donbass. Ça peut être considéré comme un intérêt crucial. Après qu'on justifie... Ah ben, c'est crucial pour les croissancistes, hein, on est d'accord. Oui, alors c'est crucial. Croissancistes, c'est navrant. C'est crucial aussi. Alors les croissancistes,
bon, je dirais la croissance, c'est fini maintenant. Maintenant, on est entré dans une société contrainte. Aujourd'hui, voilà, les coupures d'électricité, les restrictions de tous ordres. Donc, il va falloir gérer la société contrainte, alors d'une façon ou d'une autre. Et euh, euh, donc, les disponibilités en ressources naturelles, en charbon, vont, au fur et à mesure qu'elles s'amenuisent, celles qui vont rester, les quelques îlots qui vont rester, vont devenir la cible de ceux qui voudraient bien les utiliser, ou tout simplement pouvoir les utiliser pour maintenir le plus Pour nous longtemps. servir de variable d'ajustement pour Mais- contenir à peu près mais les pour- crises sociales que mais- forcément la société croissance-6 génère. Oui, non, mais la Là, croissance. on va se servir de ça pour dire on pondère la pénurie grâce à ça. C'est pour reculer un petit peu Oui, non, les affrontements sévères qui vont avoir lieu quand les gens auront vraiment compris que la pénurie était là. oui, non, je répondais quand tu faisais ta comparaison en disant il y a de l'argent qui est dépensé pour la guerre et pourrait être mieux dépensé pour protéger l'environnement. Bon, bien entendu. Bon, maintenant, parce que c'est plus crucial. Là, en disant c'est plus crucial, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça peut être crucial pour un certain nombre de peuples, peut-être même pour tous les peuples, d'essayer d'amortir le plus possible la décroissance contrainte en utilisant en finissant d'utiliser le charbon. On va utiliser tout ce qui reste. Bon, donc au fur et à mesure qu'il y en a moins, je dirais, si je peux me permettre cette tournure grammaticale, eh bien, là où il en restera, ça devient effectivement, du coup, ça devient crucial. Voilà. Donc, Mais après ça, c'est pas que c'est ça. un argument que j'amène à ton moulin, Hum, puisque personnellement, je trouve, enfin, tu connais nos différends, tu trouves qu'il faudrait que la décroissance s'impose le plus vite possible, de façon la plus brutale possible pour que les gens comprennent. Si on continue à utiliser jusqu'au bout pour amortir l'effet de chute, c'est pas du tout ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, ça ne sert pas la politique brutale que tu aimerais, la situation brutale que tu appelles un peu de tes voeux pour que la prise de conscience soit plus nette. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas du tout. Mes voeux, c'est pas du tout la réalité. C'est le contraire C'est de la pas du tout la réalité, Voilà. mais les miens non plus ne sont pas la réalité. Oui, non, mais Personnellement, on voilà. analyse. Là, on analyse ce qui se passe. Bon. Et donc, la visée sur l'appropriation de ces réserves très importantes de charbon, bon, voilà, on cherchait des raisons, euh, les raisons les plus. Pour moi, la raison euh, la, qui s'impose le plus dans ce conflit, c'est l'appropriation des ressources naturelles. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est un Après, il y en a. très Il y mauvais a- signe il y a- pour la planète, justement. il y en a Moi, d'autres, il y a d'autres en cascade. Mais... Je file ma logique. C'est dramatique à tous égards qu'on se batte, qu'on dépense de l'argent qui serait mieux employé ailleurs pour sauvegarder la possibilité d'aller exploiter les dernières ressources d'énergie fossile restantes. C'est dramatique à tous égards pour moi. C'est une situation absolument dramatique et qui est mort d'homme en plus. Nous vivons dans un drame. Nous vivons dans un drame, c'est un drame humain et politique qui est encore plus sinistre que tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, moi, je trouve ça dramatique. Oui, c'est dramatique, mais nous n'y pouvons rien. Non, mais si, on peut s'élever contre le quasi-consensus. Enfin, moi, je ne sais pas, dans la ville où j'habite, toutes les municipalités ont affiché des panneaux par sympathie avec le peuple ukrainien. On fait
nous sommes frères, enfin bon voilà. Il y a ça qui est placardé, j'imagine, sur un bon nombre de villes françaises. Je ne sais pas où vous êtes, mais Oui, oui, en tout oui. cas dans les villes où j'habite, solidarité avec le peuple ukrainien. Voilà, donc derrière cette solidarité de façade se joue quelque chose qui est infiniment plus sinistre, mais on pourrait très bien aller dénoncer ça. Ah oui, 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 que les écologistes mettent pas le doigt sur ce dont Bah, vous bien êtes sûr, c'est parlé. absolument consternant que les écologistes ne se lèvent pas comme un seul homme. Hein. Là, franchement, Parce C'est que même les écologistes sont croissancistes et qui comprennent très bien que on se batte pour les ressources humaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution à cette chose-là. L'issue, c'est quand il n'y en aura plus. Hein, tant oui. qu'il y en aura des ressources, les gens se battront pour les avoir. Et que nous ne pourrons édifier une société post-croissance avec les idées d'organisation institutionnelle que nous avons que lorsque les ressources naturelles seront épuisées. Tant qu'il y en aura, les hommes se battront pour avoir les dernières. C'est quand ils s'apercevront qu'il reste pratiquement plus rien qu'on pourra reconstruire autre chose. Pas très encourageant tout ça, hein, du coup. Euh, Ça sert à rien, il suffit d'attendre. Euh, oui, ah ben, on ne c'est pas qu'il suffit d'attendre, on ne peut pas faire autrement qu'attendre. Ah, Alors, disons que, si, alors, quelle peut être la clairvoyance du militantisme dont je dresse les contours? Ben, c'est d'avoir une analyse toujours juste, de préparer la suite et de proposer une matrice, un logiciel pour gérer la suite. Mais l'idée qu'on va pouvoir influer sur le cours des choses, une idée que je trouve formidable, mais à laquelle je ne crois pas une seconde. on peut quand même mettre quelques petits grains de sable dans les rouages politiques de nos bons gouvernements Les grains de sable seront immédiatement récupérés, parce qu'ils ont une capacité de et récupération. la bien-pensance française sur le sujet est quand même voilà, on peut s'en servir au moins comme gratte-poil, à défaut de mettre des grains de sable. Oui, ah ben, oui, on est tenté de faire ça, mais en face, il y a une machine incroyable qui est la machine à récupérer, et que tous les poids à gratter qu'on met sont récupérés en machine à faire du business. La preuve, le green business. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à... Michel, tu veux peut-être conclure? oui, moi, j'accepte pas que l'écologie politique soit inféodée comme ça au capitalisme, à l'impérialisme capitaliste américain. Ah, c'est quelque chose qui est inacceptable pour moi, même si, comme tu dis, ça sert pas à grand-chose de faire quelque chose, mais que la majorité des écologistes soit va en guerre comme ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui m'indigne profondément. Et j'aimerais bien faire quelque chose, de remettre le pacifisme au goût du jour. J'ai jamais été spécialement pacifiste, hein, bien qu'on s'était appelé pacifiste avant, époque. Mais celui-là, ça devient nécessaire. Alors, On va faire la guerre pour des intérêts capitalistes, ça me paraît évident, et que les écologistes soutiennent ça en invoquant des valeurs, je trouve ça inacceptable, et puis qu'il faut faire quelque chose, voilà. alors, j'aimerais dire un mot sur le pacifisme. Euh, je pense que le pacifisme, c'est une notion, une idée extrêmement intéressante, mais il faut le décliner en termes politiques. Et moi, je vois deux déclinaisons du pacifisme, c'est la neutralité et la stratégie de défense passive. Euh, il faut bien savoir ce qu'on met dans la notion de neutralité au niveau d'un pays. Qu'est-ce que ça... alors, le programme pour la précroissance donne des contours d'une définition de la neutralité.
Donc on peut partir de là et en parler. Et puis la neutralité, ça va avec l'action quand on est agressé. Bon. Et l'action quand on est agressé, c'est la stratégie de défense passive. Là aussi, il faut en parler. Et pour que cette défense passive puisse être un outil au niveau planétaire, eh bien, il y a cette grande idée d'alliance entre les pays neutres qui mettront tous ensemble ces stratégies de défense passive qui s'aideront mutuellement. Parce que lorsqu'on est attaqué, alors bon, les Ukrainiens, peu importe, hein, prendre ou pas la défense des Ukrainiens, mais lorsqu'un pays est attaqué par un autre pays, il y a deux possibilités, hein. Soit se défendre avec les armes, soit laisser les envahisseurs venir et le combattre différemment. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pensé, doit être promu, en tout cas. Et dans ce contexte de guerre qui ne disent pas leur nom ou de guerre qui ne sont pas, qui ne sont pas annoncées, comme tu disais, Michel, voilà. Eh bien, c'est aussi une idée qui me paraît intéressante à disséminer. Oui, je suis d'accord, il faut préciser un petit peu ce que ça peut être le pacifisme. Il faut préciser, oui. Parce que pacifisme, on peut vite être, disons, dénigré en disant les agneaux bêlants, le pacifisme bêlant. Voilà, il faut structurer le pacifisme avec des institutions, pourquoi pas, hein, tout un ensemble juridique qui donne corps, qui donne de la substance à cette notion de pacifisme qui lâché comme ça, simplement, est un petit peu littéraire finalement. Ça veut dire démanteler, ça voudra dire démanteler complètement notre participation à l'OTAN, parce que sinon, oui, évidemment. Ça passe forcément, ça commence par passer par là. Donc, ça passe par là, bien entendu. Sinon, de toute façon, détricoter l'Europe et détricoter l'OTAN, c'est pas une mince affaire. Et l'OMC, ça va pas être une mince affaire. Et je suis pas sûre que ça s'effondre tout seul benoîtement, on va dire. Quand bien même il n'y aurait plus de ressources, je ne suis pas sûre que... Voilà. S'il n'y a plus de ressources à aller chercher, il y aura plus de motifs. En tout cas, il y aura plus. Il y aura toujours les services, Christian. L'OMC va se replancher complètement sur bien sûr, bien sûr. Tous les moyens possibles et imaginables pour maintenir cette soi-disant concurrence qui maintient la paix, la main du marché, enfin toute cette littérature absconse, voilà. Bon, je pense qu'on a fait, non pas le tour du sujet, mais on a bien parlé de cette affaire de l'Ukraine. On va essayer de pas trop s'éloigner. Puis là, on arrive au terme. Donc, je sais pas, j'avais proposé, Michel, si tu voulais faire une petite conclusion, sinon... Ce serait les orientations politiques. Oui. Là, je pense que l'écologie politique vraiment sérieuse ou réellement existante, plutôt, c'est-à-dire la décroissance, les objectifs de croissance, devrait annoncer clairement non seulement sortir de l'OTAN, mais aussi sortir de l'Union européenne qui a des politiques impérialistes. Tout ça pour relocaliser, tenter de relocaliser les productions essentielles parce que je l'ai dit, d'aller chercher les ressources à l'autre bout du monde, c'est une cause de guerre. Ce serait mieux d'éviter du coup des politiques de relocalisation qui impliquent de sortir de l'Union européenne. L'Union européenne qui n'est que des traités économiques, hein. À la limite qui est une Europe, voire même politique, ou en tout cas une Europe peut-être, mais l'Europe réellement existante, c'est que des traités économiques. Bon, ça, il faut en sortir pour relocaliser. Et que les décroissants devraient le dire clairement. Parce qu'il y a une espèce de flou artistique là.
bon, parce que les Verts sont pro-européens, les pseudo-décroissants de Génération Écologie sont aussi pro-européens et votent en guerre. Il faudrait proposer une autre ligne qui dise clairement qu'on veut sortir de l'Union européenne parce que c'est une structure économique. En reprenant d'ailleurs les analyses d'Olivier Rey, qui explique que forcément, dans un grand marché comme l'Europe, c'est les multinationales qui emportent le morceau. Une question de taille, 2014, Olivier Rey, qui m'a fait changer d'avis d'ailleurs sur l'Europe. Et là que la situation est mûre, je voudrais aussi dire que l'opinion est plus dubitative, même s'il y a des gens qui sont agressifs et que la propagande marche bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très dubitatifs sur la guerre en Ukraine, qui n'osent pas le dire. Qui n'osent pas le dire. Et alors quand même pas peut-être, il y a peut-être une majorité en faveur de l'envoi d'armes. Ça me fait penser un peu au référendum sur l'Union européenne, sur la Constitution européenne en 2005, où vous aviez une propagande en faveur de la Constitution européenne, et puis la population qui a voté à 55% contre. Oui. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu le même schéma. Mais c'est une intuition. Hein, et que du coup, il y a un espace politique pour une écologie politique qui veuille sortir de l'Europe. Des traités économiques européens, en fait, plus exact. Excusez-moi, Olivier Rey, et de quel... Vous pouvez répéter ce que vous avez dit parce que Olivier Rey, une question de taille, ça date déjà de 2014. Oui. C'est carrément génial, son bouquin. D'accord. Oui, il poursuit les réflexions de Léopold de Kohr et d'Ivan Illich sur la juste mesure, la bonne D'accord. proportion. D'accord. La taille peut être décisive, par exemple pour l'Union européenne. À partir du moment où vous avez un grand marché comme ça, c'est forcément les multinationales qui l'emportent et tous les petits qui sont éliminés. Tout à fait. Uniquement pour une question de taille. D'accord, d'accord, d'accord. Non, j'ai cru que vous l'associiez à un des mouvements décroissants, donc j'étais un peu perdue. Voilà. Oui, c'est un des rares intellectuels un peu connus qui assume d'être décroissant, il l'a déjà dit. D'accord. Il l'a déjà dit, mais il ne milite pas. D'accord. Et il écrit des livres. D'accord. D'accord. Il Merci. a écrit aussi sur le transhumanisme. Oui. Oui, oui. D'accord. Bien, bah écoutez, nous allons conclure hein, pour aujourd'hui. bien. La séance a été enregistrée. Et, voilà, elle sera diffusée. Il y aura certainement quelques petites coupures techniques. Voilà, et puis elle sera mise en ligne sur YouTube et sur le site du BPAC. Très bien. Voilà, Merci. on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Et puis bonne fin de journée à tous. Oui, merci. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Merci, c'était très intéressant. Au revoir, à bientôt. Au revoir.